Bonjour tout le monde, mon nom c'est Laurie Zéphir, doctorante en psychologie. J'ai écrit dernièrement le livre Maman en construction qui est sur les tablettes depuis le 7 novembre dernier. Et aujourd'hui, avec les éditions de l'Homme, on vous fait une webconférence où est-ce que je réponds à certaines questions que j'ai reçues via Facebook et Instagram. Déjà, il faut savoir qu'à l'accouchement, il se passe beaucoup de choses, surtout au premier accouchement où est-ce qu'il y a beaucoup de nouveautés au niveau autant de la femme en soi, qu'est-ce qu'elle vit, le type d'expérience qu'elle va vivre, mais aussi comment est-ce que son conjoint ou sa conjointe va réagir, qu'est-ce qui va arriver avec l'équipe de soignants aussi. Donc, toute cette nouveauté, toute cette imprévisibilité-là, oui, peut faire en sorte qu'on a l'impression que ça se passe vite. Il y a beaucoup de stimuli, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, d'essayer de faire un sens avec l'expérience qu'on vit, ça peut être plus difficile pour certaines femmes. Est-ce que c'est normal? Oui, mais c'est pas nécessairement le cas pour toutes les femmes. Qu'est-ce qui est important souvent quand l'accouchement s'est passé très vite puis qu'il y a un moment de déconnexion, c'est de prendre le temps après d'en parler avec l'équipe de soignants ou avec le conjoint ou la conjointe de qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez être capable d'avoir une expérience à vous raconter, une histoire à vous raconter pour que vous puissiez en faire de plus en plus de sens. C'est une excellente question qui revient souvent. Comment est-ce qu'on arrive à mettre ses limites avec la belle famille? Déjà, quand on est avec la belle famille, ça peut valoir la peine de s'asseoir avec le conjoint ou la conjointe pour essayer de bien comprendre qu'est-ce que ça vous fait vivre quand belle-maman, beau-papa, la tante ou peu importe peut vous faire des remarques que vous trouvez désagréables, peut agir d'une façon qui peut être un peu trop imposante. Parlez-en à votre conjoint ou votre conjointe parce que ce sont les personnes qui les connaissent depuis plus longtemps. Alors, ils peuvent vous dire un peu, ouais, mais dans cette situation-là, peut-être que tu devrais lui parler de telle façon ou au contraire, peut-être qu'on devrait leur présenter la situation ensemble. Mais c'est vraiment une question de travail d'équipe. Pour être capable de mettre ses limites, souvent, non seulement il faut être capable d'identifier quel est le besoin, quelle est la limite qu'on veut mettre, mais aussi de se sentir supporté, soutenu et de pas accumuler. Souvent, moi, j'ai rencontré des femmes qui accumulaient des frustrations par rapport à la belle famille et ça en vient à un point où est-ce que on n'arrive même plus à mettre le doigt exactement sur qu'est-ce qui m'a dérangé au départ. Alors, de prendre le temps d'en discuter avec votre partenaire, ça peut définitivement vous aider à mieux identifier vos limites et de sentir le soutien, ça peut vous aider à affirmer et à respecter vos limites. Les médias sociaux aussi, ça fait partie de l'entourage. Des fois, sur vos médias sociaux, à vous, vous allez avoir des gens, soit qui vont beaucoup proclamer que la grossesse, c'est très beau, qu'eux, ils la vivent très bien. Des fois, vous allez avoir le contraire. Il va y avoir des gens peut-être qui vont avoir tendance à plus se plaindre, un peu plus parler du côté négatif de la grossesse. Peu importe. Encore une fois, c'est important de définir c'est quoi votre besoin à ce moment-là. Peut-être que vous vous réveillez une journée puis que vous n'avez pas du tout envie de vous comparer à des gens qui semblent vivre une grossesse parfaite et c'est correct de mettre une limite à ce moment-là pour que vous puissiez prendre soin de vous. L'important, c'est de quoi j'ai besoin aujourd'hui et ça peut changer d'une journée à l'autre. Donc, si sur vos médias sociaux, en ce moment, vous avez l'impression qu'il y a un peu trop d'effets négatifs, que vous vous comparez beaucoup, par exemple, et que ça a un effet que vous vous sentez coupable, triste, déçu, ben c'est le temps de prendre action et de vous dire, parfait, cette personne-là, peut-être que je me désabonne de ses publications pendant un moment. Puis si vous allez de mieux en mieux, puis qu'un jour vous avez envie de reprendre contact avec ces publications, ben vous pourrez vous réabonner. Mais encore une fois, tout est question de poser ses limites, mais pour poser ses limites, il faut être capable d'abord d'identifier de quoi on a besoin et qu'est-ce qui nous affecte. Le couple pendant la grossesse, c'est quelque chose qui peut vite devenir complexe. Pour la majorité des couples, si ça peut vous rassurer, même si des fois il peut y avoir des ajustements à faire, ça se passe généralement bien. Par contre, pour certains couples, l'arrivée d'un bébé peut vraiment venir changer la dynamique du couple, ce qui fait en sorte que le poids associé à les changements, autant pour le papa, la maman ou lorsque c'est un couple homoparental pour les deux parents de même sexe, ça peut vraiment avoir un effet plus négatif sur une des deux personnes et ensuite sur le couple. Comment est-ce que je le présente entre autres dans le livre? C'est la maman est un individu en soi et un système en soi qui vient avec tout son bagage, toutes ses expériences. Le papa aussi ou l'autre parent aussi.
Et entre ces deux personnes-là, il y a le lien du couple, qui est un système. Mais lorsqu'on vient ajouter un bébé à ça, le bébé s'ajoute à la complexité du système. Et il y a aussi le lien maman-bébé, le lien autre parent-bébé et le lien qui unit tous ces gens-là. Alors, ça complexifie vraiment la perception qu'on a et la dynamique de couple et de la famille. Alors, cette complexification-là peut faire en sorte que, oui, le couple en souffre. Dans la question que j'ai reçue, la personne mentionne la thérapie de couple. Oui, la thérapie de couple, ça peut aider d'avoir une personne externe qui permet d'avoir un regard un peu plus objectif par rapport à ce qui se passe, qui peut surtout accompagner le couple et les encadrer pour être capable de passer au travers. Cela dit, quand on est dans la thérapie de couple, il faut que les deux personnes aient une envie de s'impliquer, de s'investir là-dedans. Donc, si votre conjoint ou votre conjointe n'est pas là, c'est correct, mais encore une fois, la communication est importante. Donc, si pour la femme qui vit la grossesse, ce que ça lui fait vivre, c'est plus négatif, c'est important qu'elle le partage. Ça me blesse d'avoir l'impression que notre couple ne va pas bien alors qu'on attend un bébé. D'être capable de partager ça à notre partenaire, c'est au moins de lui faire savoir qu'en ce moment, il y a des choses qui sont à travailler. C'est un motif de consultation qui revient souvent pour les couples, c'est-à-dire qu'il peut avoir la femme qui est prête à avoir un enfant, des fois c'est le contraire aussi, et l'autre personne dans le couple n'est pas prête. Cette espèce de décalage-là dans le rythme par rapport à la parentalité, c'est important d'en prendre conscience parce que des fois, si on ne respecte pas le rythme de chacun des partenaires, un des deux parents peut commencer la parentalité de façon un peu déséquilibrée, un peu avoir l'impression qu'il ou elle a été forcé d'amorcer tout le processus de grossesse et la parentalité par la suite. Donc, des fois, ça peut faire en sorte que ça fait déjà vivre d'emblée un petit chaos pour le couple, pour la famille et éventuellement peut-être pour le bébé. Qu'est-ce qui est important dans ces situations-là où est-ce qu'on sent un décalage entre les deux partenaires? Encore une fois, oui, c'est la communication, mais d'être capable de s'asseoir pour définir un plan ensemble. Parfait, je sais que toi, tu vas avoir des enfants, moi aussi. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu serais prêt à pouvoir commencer le projet? Plus vous allez être capable d'avoir une définition de couple claire de quand est-ce que vous êtes prêt à amorcer le projet d'avoir un enfant. Et plus pour les deux, ça peut être sécurisant de se dire, ben tant qu'on n'en est pas rendu à cette étape-là, par exemple, terminer ses études, avoir un autre emploi, avoir une maison ou faire certains voyages, lorsque tout ça va être déjà défini pour le couple, ça peut être sécurisant d'avoir l'impression que chacun respecte le rythme de chacun. Qu'est-ce qui est important lorsqu'on vit une histoire de grossesse ou de maternité, surtout lorsque c'est la première fois, c'est de tolérer le fait d'avoir certaines incertitudes. Si aujourd'hui, pour la personne, par exemple, qui m'a envoyé la question, le fait d'avoir un autre enfant, ce n'est pas tant dans les possibilités, c'est correct. Et c'est correct aussi si dans 3, 6, 2 ans, la réponse change, ou est-ce qu'on finit par voir qu'on s'est ajusté, qu'on s'est développé, que les choses se sont adaptées et que ça fait en sorte qu'on a envie d'avoir un deuxième enfant. D'en avoir un ou d'en avoir plusieurs, les deux sont corrects et normaux. Mais encore une fois, l'idée, c'est de se dire, je prends le temps de me regarder pour être vraiment capable de définir est-ce que ça me convient? Est-ce que la situation, est-ce que la dynamique familiale dans laquelle je suis en ce moment, ça me convient ou j'aimerais ça la changer? Cela dit, il faut aussi se répéter que chaque grossesse est différente et que chaque histoire de maternité est différente. Donc, c'est pas parce qu'une histoire de maternité qui a été plus difficile avec un premier bébé, par exemple, va nécessairement se reproduire avec un deuxième ou un troisième enfant. L'idée, encore une fois, est de voir comment est-ce que j'évolue et plus vous allez être capable de vous regarder, de prendre connaissance de qu'est-ce qui vous habite et plus ça va vous donner des informations pour être capable de prendre une décision en temps et lieu. Et pour l'entourage, souvent, vous allez avoir des gens de façon un peu maladroite qui vont vous demander « Puis c'est pour quand le prochain? Puis est-ce que vous allez vous essayer pour avoir un garçon ou une fille pour compléter la famille? » Souvent, ce genre de phrases-là qui peuvent être un peu agaçantes, c'est important de voir l'effet qu'elles ont sur vous. Parce que si au final, vous avez un bébé pour répondre à la pression de la société ou de votre entourage,
Vous n'êtes pas en train de prendre une décision pour vous, pour votre couple ou pour votre famille. Donc, même si tout le monde considère que vous devriez avoir un deuxième ou un troisième enfant, l'important, c'est qu'est-ce que ça représente pour la famille, pour votre couple, pour vous. Parce qu'au final, c'est vous qui allez vivre cette expérience-là. Donc, vous devez d'abord définir qu'est-ce que vous voulez. Et si oui, ces phrases-là qui sont un peu agaçantes ou un peu agressantes même, vous les entendez un peu trop souvent, on met une limite. Honnêtement, la prochaine fois, si j'ai un enfant, vous le saurez, arrêtez de me le demander et d'exprimer ça à ces gens-là, que ce soit dans votre famille, dans la belle famille, dans les amis. Évidemment, il y a toujours un ton à utiliser pour que ce soit dit de façon le plus respectueuse possible, mais c'est important de le nommer si vous avez l'impression que ça vous affecte beaucoup. Dans cette question-là, le mot important ou à souligner, c'est dangereux. Le stress a été beaucoup associé à la grossesse dans les dernières années. On en a parlé de plus en plus. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de mamans qui se sont mises à stresser avec ça. Déjà, il faut savoir que le stress, c'est normal. C'est une réaction physiologique du corps humain. On ne peut pas éviter d'être stressé. Je pense que dans la question que j'ai reçue, c'est surtout lorsque ça finit par être un gros stress ou quelque chose qui est vraiment très chronique, à long terme. Oui, on sait que le stress très intense, très aigu ou très chronique peut avoir des effets sur le bébé. Des fois, par exemple, on parle de bébés qui ont des faibles poids à la naissance. Des fois, on parle, oui, de problèmes de comportement. Mais de façon générale, lorsqu'on vit un stress, le niveau de cortisol qui est transmis au bébé, on ne peut pas nécessairement dire qu'il va avoir des séquelles par rapport à ça. Et lorsque je parle de stress chronique ou de stress aigu, c'est par exemple le décès de quelqu'un dans une situation par exemple traumatique pendant la grossesse ou quelque chose de chronique, la pauvreté. Ça, c'est vraiment des situations où est-ce que le corps de la femme enceinte est en situation de stress et oui, potentiellement, il pourrait avoir des conséquences sur le bébé, mais de façon générale, il ne faut pas stresser avec ça. Cela dit, pourquoi ces études-là sont sorties beaucoup dans les dernières années par rapport au stress pendant la grossesse? C'est pour rappeler, oui, aux mamans, mais aussi à la société qu'il faut prendre soin des femmes pendant la grossesse. Donc, si une femme est mise dans un contexte de travail, par exemple, et qu'il y a un très haut niveau de stress, ben oui, son employeur, les collègues de travail et elle-même devraient faire attention de peut-être lui dégager certaines tâches pour que le niveau de stress soit relativement diminué. Ou si justement la femme vit un événement très stressant, comme par exemple une perte d'emploi, ben que l'entourage, les amis, la famille, la belle famille soient vraiment là pour soutenir la maman, pour prendre soin d'elle, parce qu'on veut éviter qu'elle stresse beaucoup. Merci beaucoup à cette maman qui m'a envoyé la question parce que je pense qu'on en parle trop peu. Qu'est-ce qui arrive dans le cas d'une grossesse surprise où est-ce que on a eu beaucoup d'ambivalence par rapport au fait de garder le bébé? Finalement, on l'a gardé et on vit la grossesse, mais l'ambivalence est encore là même si les mois avancent. C'est correct, c'est normal. Pendant la grossesse, ce que j'aime bien rappeler aux mamans, c'est le bébé pour l'instant, il va bien, il est au chaud. Prends le soin de prendre soin de toi pour être capable de réfléchir à tout ce qui t'habite. Alors, s'il y a de l'ambivalence, c'est correct. L'idée, encore une fois, c'est que peut-être que vous avez été parachuté dans la grossesse de façon un peu plus vite que prévu et vous avez besoin d'un peu de temps pour être capable de faire du sens avec tout ce que vous vivez. Et par rapport à la suite aussi, si ça n'avait pas nécessairement été planifié, peut-être que vous avez beaucoup d'inquiétudes pour le reste. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport au bébé. C'est pas parce que vous avez été ambivalente par rapport au fait de le garder que vous allez être une moins bonne mère ou que vous allez moins aimer votre bébé. Chaque chose a son temps et vous avez besoin de respecter votre rythme pour être capable d'amorcer la parentalité. Et des fois, oui, pour amorcer la parentalité, il faut être capable de prendre le temps pendant la grossesse, de se questionner sur qu'est-ce qui m'est arrivé là, qu'est-ce que je fais avec ça. Et dans mon livre « Maman en construction », justement, on a vraiment pris le temps d'aborder chacune des mini-nuances et des situations possibles dans les cas d'une grossesse surprise par rapport à qu'est-ce que ça peut vous faire vivre. Par rapport à l'infertilité, c'est effectivement un processus qui est très intense et qui peut être aussi très douloureux pour les couples. Des fois, le processus de fertilité fait en sorte que c'est très long. Le moment où est-ce qu'on a décidé qu'on voulait avoir un enfant et toutes les déceptions, les deuils, les tristesses, la culpabilité, toutes les émotions négatives qu'on peut avoir vécues
avant d'être enceinte peuvent teinter la grossesse. Ou est-ce qu'il y a vraiment un décalage entre le moment où est-ce qu'on était très fébrile, excité et le moment où est-ce que ça arrive. Et pour les couples qui vivent le processus de fertilité, il y a beaucoup d'invasions, d'intrusions justement de l'équipe médicale pour essayer d'aider le corps humain à accueillir un bébé. Donc oui, tout ça peut venir changer un peu notre capacité à recevoir la nouvelle de « Oh, c'est enfin arrivé ». Par exemple, j'ai rencontré souvent des couples qui, même si ils attendaient un bébé, même si la femme était enceinte, il y avait quand même une crainte énorme qui restait de est-ce qu'on va perdre ce bébé-là? Et ce qui peut faire en sorte qu'on a un décalage, oui, avec j'ai un bébé, je suis contente, mais en même temps, j'ai tellement peur de le perdre à cause de l'expérience que j'ai vue auparavant. Dans ces situations-là, encore une fois, c'est important de prendre soin du couple, d'essayer de se rappeler le plus possible que ce par quoi on est passé n'est pas à la lumière de la grossesse ou de la parentalité qu'on va avoir. On essaie d'apprécier chaque journée et s'il y a des journées qu'on trouve ça plus difficile, c'est correct aussi. Et on essaie de se trouver une oreille. Si c'est pas au sein du couple qu'on est en mesure de s'en parler tout le temps, mais on essaie d'appeler peut-être une amie ou on en parle à notre sage-femme, notre médecin, peu importe. On essaie vraiment d'avoir une oreille pour nous aider à passer au travers de toutes ces émotions-là qui peuvent être très contradictoires. La joie, l'excitation, mais en même temps la crainte, la peur, peut-être même de la tristesse, voire même de la colère. La réponse à cette question-là, c'est « ça dépend ». Pour certaines femmes, effectivement, de prendre le temps d'aborder tous les conflits qu'on peut trouver par rapport à notre apparence corporelle, par rapport à l'alimentation, ça peut valoir la peine d'aller faire un bout de chemin à ce niveau-là. Par contre, j'ai vu les deux cas. C'est-à-dire que j'ai vu des mamans que lorsqu'elles tombaient enceintes, elles avaient un désir ou un épanouissement par rapport au corps, par rapport au cours, parce qu'elles arrivaient à mentalement se faire une représentation que ce corps-là allait recevoir un bébé et les préoccupations par rapport au poids étaient un peu mises de côté pendant la grossesse. Mais j'ai vu aussi l'inverse, c'est-à-dire des femmes pour qui tous les changements corporels arrivaient tellement vite, étaient tellement rapides, il y avait tellement une sensation de perte de contrôle que c'était plus difficile de les accepter. Chaque femme est différente, mais encore une fois, c'est toujours de se demander comment est-ce que je vis par rapport à ça. C'est-à-dire que si vous vivez une grossesse aujourd'hui et que vous avez beaucoup de préoccupations par rapport à votre poids, oui, ça vaut la peine d'en parler. Ça vaut la peine d'en parler soit à votre médecin, votre sage-femme, à un psychologue, à des amis pour essayer de savoir OK, est-ce que j'ai besoin d'avoir de l'aide supplémentaire? Et si vous avez vraiment des préoccupations qui sont un peu plus importantes par rapport à votre poids, oui, vous avez besoin d'une aide professionnelle pour vous aider à passer au travers de la grossesse, pour vous aider aussi dans le après. Mais encore une fois, à l'avance, vous ne pouvez pas savoir comment est-ce que vous allez nécessairement réagir à ce changement-là corporel et comment est-ce que tout votre état psychologique va être en mesure de recevoir tout ça. Les processus psychologiques associés à la grossesse sont les mêmes pour les grossesses gémellaires. Par contre, il y a quand même certaines distinctions. C'est-à-dire que lorsqu'il est question de grossesse gémellaire, souvent on parle de grossesse à risque élevé ou du moins de suivis qui sont un peu plus serrés avec l'équipe médicale. Et ce genre de suivis-là qui sont plus serrés peuvent, oui, créer certaines inquiétudes qui sont un peu plus présentes. C'est-à-dire que un peu plus fréquemment, on va s'intéresser au poids du bébé, on va vous donner de façon plus fréquente des nouvelles par rapport à l'évolution et tout ça, qui peuvent parfois vous inquiéter. Et c'est plus à ce niveau-là que ça peut vous faire vivre un plus grand stress ou ça peut vous faire vivre un état un peu plus inquiétant à certains moments. Par contre, lorsqu'il est question de changements identitaires, psychologiques, émotionnels, physiques, c'est relativement semblable aux grossesses où est-ce qu'il n'y a qu'un seul bébé. Et voilà, c'est Maman en construction, où est-ce que je vous parle pour les femmes qui sont enceintes, autant première, deuxième ou troisième grossesse. Je vous parle autant de les changements au niveau du couple, le stress pendant la grossesse, l'effet des médias sociaux, le bagage familial qu'on a reçu, la maternité, l'accouchement. Il y a plein de choses par rapport à la grossesse que vous allez y retrouver, beaucoup plus en profondeur. Et c'est un livre qui est interactif, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des outils concrets, des réflexions, des symboles à faire, à utiliser pour vraiment vous aider à cheminer au travers de chacune de vos grossesses. Sur ce, bonne lecture!